cesse d'augmenter ces derniers temps. La tante de l'une d'elles a pris feu, sa fille est choquée, même si elles ont pu être relogées. Ce qu'elles réclament, c'est en fait le retour de leurs enfants pour leur sécurité. 3 enfants âgés entre 4 et 9 ans. Le ministère des Affaires étrangères, contacté par le journal Le Soir, n'a pas souhaité commenter ce dossier précisément. La question pour vous ce matin au 070 233 466, la Belgique doit-elle faire rapidement revenir ses enfants? Troisième débat. Une étudiante en psychologie en stage dans un service d'aide aux détenus et ex-détenus dit avoir été renvoyée chez elle à cause de sa tenue jugée trop provocante. La jeune femme qui est étudiante à l'université de Liège a raconté son histoire sur les réseaux sociaux avant de devoir supprimer le message, dit-elle, à la demande de l'université. C'est à lire sur le site de 7 sur 7. Alors qu'elle portait une jupe noire arrivant à mi-cuisse, des collants semi-opaques, un t-shirt à col rond et une veste en jeans, son maître de stage lui a fait savoir que sa tenue ne convenait pas, même s'il était embêté de lui dire cela, qu'elle devait rentrer chez elle pour se changer avant de revenir, ou tout simplement rester chez elle pour se protéger du public qu'elle côtoyait. Depuis les faits qui se sont déroulés en mars, elle n'est plus retournée à ce stage. La question parue ce matin au 070 233 466, y a-t-il des tenues qui ne conviennent pas à tous les jobs? Réagissez maintenant Qui vous attend. Voici les 3 débats ce matin dans C'est vous qui le dites. Contrairement à ce qu'on craignait, ce n'est pas le rush sur les autotests. 2 mères belges en Syrie demandent le rapatriement de leurs enfants en Belgique. Et enfin, une étudiante a été renvoyée de son lieu de stage à cause de sa tenue jugée trop provocante. Réagissez maintenant au 070 233 466, 30 centimes la minute, ou par SMS 3063, 50 centimes par message. Cyril en télé. The Voice, la finale. 4 finalistes, Jérémy, Alice, Orlan et Sonita. Mais un seul gagnant, que vous choisirez. Alors, votez. The Voice Belgique, la finale, avec Calogero, Julien Doré et Charles, mardi soir en direct sur la Une. Vous écoutez Vivacité, alors vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui va se passer, inscrivez-vous à la newsletter de Vivacité sur vivacité.be. Vous avez un avis ou un commentaire à partir de maintenant, on vous attend par téléphone avec Marine Calandre au 070 233 466 pour 30 centimes la minute. On attend aussi vos commentaires par SMS au 3063, 50 centimes le message. Et ce matin, pour vous aider dans ces 3 nouvelles conversations, Thibaut Roland, chroniqueur pour On n'est pas des pigeons, rejoint Cyril en studio. Et Pierre Nizet, journaliste pour Sud Presse, vous rejoint à distance. Thibaut et Pierre, bonjour. Bonjour Cyril. Merci Bonjour. à tous les deux d'être avec nous. Voilà 3 débats qui commencent maintenant. Vous nous appelez au 070 233 466. Première conversation à propos des autotests. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ils ont été interdits à la vente en pharmacie pendant des mois. Leur fiabilité a été critiquée. Puis on a parlé d'un taux de fiabilité assez élevé pour les mettre sur le marché, avec toute une série de consignes à donner pour le pharmacien. Quand ils ont été mis en vente, il y a eu un message clair qui a été annoncé: ne vous ruez pas, n'allez pas le premier jour dans les pharmacies. Sauf que quelques jours plus tard, il faut faire le bilan. Ce n'est pas le rush sur les autotests Covid. Thibaut, est-ce que vous avez une idée du pourquoi ça ne se vend pas si bien? Est-ce que vous en voulez ou pas? Je crois que c'est quand même la chronique d'un semi-échec, voire d'un échec complet annoncé. Pourquoi? Parce que le principe, si on résume à la louche l'autotest, c'est de dire quoi? Si vous êtes négatif à la suite de cet autotest, en réalité ça ne veut rien dire, vous êtes potentiellement positif. Vous avez même une chance sur 2 que le test ne soit pas fiable. Et si vous êtes positif, vous devez malgré tout refaire un test PCR. Donc dans les 2 cas, vous êtes quelque part perdant, soit par absence totale de fiabilité, soit vous êtes condamné à un autre test que vous auriez pour le coup pu faire plus rapidement. En gros, on avait, je pense, évoqué le sujet déjà ici en disant que c'était une approche complémentaire et sans doute utile dans un... Il faut prévenir, il faut prévenir la personne. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont vraiment suivre la quarantaine? C'est ça le problème. On a beaucoup Avec cette le test conscience. PCR, vous en êtes sûr? Avec le test PCR, qu'on fait un test PCR, il y a une trace. Il y a une trace, c'est clair que vous devez vous inscrire, vous le passez à l'hôpital ou bien ailleurs, et vous laissez une trace. Et Moi ça j'ai fait un garantit test. la quarantaine? Ça ne garantit jamais la quarantaine, mais les autorités qui doivent qui doivent contrôler ça, normalement sont prévues. J'ose croire que ça fonctionne, hein, que la vie fonctionne à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un problème. Donc, est-ce qu'on doit rendre obligatoire les autotests pour espérer être déconfinés plus rapidement? La question, c'est, vous pouvez très bien être positif.
déjà sans avoir été contrôlé positif, c'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'est-ce qui va vous assurer de ne pas être contaminant, ça c'est la question. Donc on avait parlé des chiens, et je trouve que ça c'est génial, les chiens renifleurs, il en faut beaucoup évidemment, mais on peut imaginer que certains chiens renifleurs se trouvent devant des stades, devant des concerts, des salles de concert, et on m'a expliqué que c'était possible. J'en ai parlé à des universitaires qui font des Pour le moment, il peut faire 3 détections et puis ils doivent se reposer pendant 30 minutes. C'est ça, il doit faire... Et donc ça veut dire qu'il doit y avoir plusieurs chiens. Ça a un coût, mais le coût des tests, ça coûte cher aussi. Donc on doit sortir de ce confinement, ça fait un an qu'on est dedans, ça c'est clair. La question, c'est que je ne crois pas que nos politiques ont actuellement le Graal pour nous dire voilà comment on va faire. On va accueillir André qui est à Timistère. Bonjour André. Bonjour monsieur Cyril. André, depuis que c'est en vente, vous êtes allé acheter un autotest? Pas du tout, je n'irai jamais d'ailleurs, non. Pourquoi vous n'irez pas? Parce que moi je n'ai pas confiance du tout en tout ça, moi je préfère le médecin directement, être mis sur la bonne longueur d'onde, et même s'il faut payer un petit peu, être pris en charge par le médecin. Vous n'avez pas confiance dans cette phase-ci, ou ce sera toujours, parce que Thibaut me dit, quand il y aura un relâchement des mesures, peut-être que là on pourra se rassurer ou se tester avant d'aller sur un événement, avant d'aller au restaurant. Il vaut encore mieux être faire tester comme moi par le médecin chez la doctoresse que pour faire ça soi-même. Moi je ne m'y risquerai pas en tout cas, surtout en étant handicapé de la vue, non-voyant aveugle de naissance. André, vous craignez quoi avec l'autotest? Mais c'est quand même plus l'avis d'avoir l'avis de la doctoresse, du médecin, l'avis de quelqu'un de professionnel que bêtement comme ça prendre un autotest et trop sûr de soi. Croire qu'on est sûr à 100%, c'est pas vrai. Mais... Aujourd'hui, c'est la fiabilité qui pose un vrai problème, Thibaut, parce que André n'est pas sûr du résultat. C'est pour ça qu'il n'en veut pas. C'est la fiabilité d'une part pour les tests négatifs. Pour les tests positifs, là, on a une fiabilité nettement supérieure. Mais dans le cas des tests positifs, c'est le modèle qu'on a construit en rendant obligatoire le test PCR après coup. Je suis d'accord avec André, rien ne remplacera jamais la visite chez le médecin. Simplement, on ne va pas pouvoir, dans un monde déconfiné qu'on espère voir se rapprocher le plus rapidement possible, aller tous chez le médecin tous les jours ou tous les 2 et 3 jours. Donc si on a une activité ou autre tout au long de la semaine, faire un autotest rapide, ça peut participer à cette dynamique, je ne vais pas dire rassuriste parce que le mot est employé à tort et à travers aujourd'hui, mais ça peut nous permettre au niveau psychologique. C'est un autofiltre, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire que chacun, en son âme et conscience, après avoir fait un autotest, se décide ou non à aller au restaurant, à aller au cinéma demain, dans un monde où évidemment tout ça sera redevenu possible et avec un taux de contamination générale qui sera beaucoup plus bas, on l'espère. On accueille Nicolas maintenant qui est à la Louvière. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, comme André, vous ne voulez pas en entendre parler de ces autotests? Vous n'avez pas confiance? Si, tout à fait, moi j'ai confiance aux autotests. Ici, juste que je dois rentrer à l'hôpital le 29 pour une opération. Oui. Et d'ailleurs, je préfère faire l'autotest avant de faire le test PCR qu'arriver là-bas et positif, ça me rassure en fait dans la procédure de mon opération et de mon hospitalisation. Pourquoi ça vous rassure? Parce que de toute façon, avant l'hospitalisation, le test PCR est obligatoire. Parce que je suis personne à risque et quand je viens me dire à l'hôpital le test PCR qui est positif, là ça me rend plus peur que... Ça change quoi, Nicolas? Ça change que je me sentirais plus rassuré, qu'il faut avoir confiance dans ces tests et qu'ils ne sont pas si chers déjà en pharmacie pour les personnes comme moi. Alors parce que j'ai entendu vous dire qu'il est assez cher, par exemple quand on est BIM et tout ça. C'est 1 euro si vous êtes BIM, c'est 8 euros sinon en moyenne. Oui, voilà, mais comme que c'est quand même abordable par rapport au prix, mais voilà, quand par exemple j'en ai pris 2, quand je suis retiré d'hôpital, parce qu'on ne sait jamais comment je vais dire ça, quand on sort de l'hôpital, si on peut être contaminé pas, et c'est vrai que voilà, moi je préfère le faire avant et après. Au moment du déconfinement, la réouverture de différents secteurs, vous testerez avant d'aller au restaurant, avant d'aller à un spectacle? Oui. Maman, malgré la situation dans le camp? Oui. Moi je suis désolée, on ne sépare pas un enfant d'une maman. À nous qu'à assumer. Pierre, cette séparation maman-enfant, c'est impensable. Anita nous dit si c'est pour être séparé, il vaut mieux rester dans ce camp. Combien de mères, madame, se retrouvent en prison actuellement en Belgique et qui ont des enfants? Ces enfants, malgré tout, on doit vivre sans leur maman. Et ici, on parle d'assistance à enfants en danger de mort. Est-ce que ce soit un petit enfant d'une Syrienne, d'origine belge, ou bien un enfant de n'importe quelle origine, je crois qu'on doit vraiment,
on doit les sauver. Et là on parle de ça pour le moment, je n'ai pas été vivre dans les camps, mais pour voir des reportages, il y en a eu de RTBF aussi qui sont allés là-bas, on voit quand même que c'est grave ce qui se passe là-bas. Et je sais bien, on va dire, mais il n'avait pas besoin d'aller là-bas. On revient à la même question du départ, c'est pas les enfants qui ont décidé de suivre leurs parents. Donc voilà, on doit vraiment, c'est une question d'assistance à personne en plus que danger. Thibault, la séparation serait psychologiquement trop difficile, plus difficile que de rester là-bas? En schématisant un tout petit peu, et même sans doute à l'excès, on pourrait dire qu'on a le droit humanitaire qui s'oppose au droit familial. Ben, il est évident que le droit humanitaire prime sur le droit familial, surtout vu le contexte très particulier ici. On sait bien qu'on est dans une équation excessivement complexe, où il y a des données qui malheureusement sont impossibles à réconcilier. Mais on choisit dans ces cas-là la théorie du moindre mal, et je pense que le moindre mal, c'est de ramener ces enfants au cœur d'une société qui peut leur permettre une forme d'épanouissement, qui peut leur inculquer les valeurs essentielles, les valeurs fondamentales. Et évidemment qu'il y aura des dommages collatéraux, évidemment qu'être éloigné de sa mère, ça laisse des séquelles. Mais on a aujourd'hui des outils pédagogiques, psychologiques, associatifs pour pallier à ce manque d'une façon ou d'une autre. Des enfants séparés de leur mère, c'est triste à dire, mais ça arrive tous les jours. Et la société a réussi à mettre en place des mécanismes pour compenser ça. Mécanismes sans doute imparfaits, mais qui, malgré tout, valent la peine d'être mis sur la table et d'être tentés. Donc, sans hésiter, j'opterai pour un rapatriement, quitte à être éloigné des parents. Anita, après les commentaires de Pierre et Thibault, est-ce que ça vaut le coup de les faire revenir avec un accompagnement, même s'ils sont séparés de leur maman ou pas? Non. Moi, j'ai des petits-enfants et je ne voudrais pas qu'on les sépare de leur maman. Merci Anita pour votre appel, on était à Grasse-Sologne avec vous. 070 233 466, c'est le numéro pour arriver dans cette conversation dans la suite de l'émission. On va faire une pause et puis le troisième débat démarrera, qui concerne une étudiante en psychologie en stage dans une entreprise, dans un service d'aide aux détenus et aux ex-détenus, qui dit avoir été renvoyée chez elle à cause de sa tenue jugée trop provocante. Son maître de stage lui aurait dit que c'était pour la protéger du public qu'elle côtoyait. Est-ce qu'il y a des tenues qui ne conviennent pas à tous les jobs? On en parle juste après ça. C'est vous qui le dites par SMS au 3063, 50 centimes par message. Vous cherchez une formation ou vous voulez changer de carrière et découvrir l'alternance? Venez discuter de votre avenir et rencontrer nos formateurs. Lors de l'e-tour des métiers, la journée portes ouvertes 100% digitale de l'EFP. Du 25 au 30 avril, découvrez-y plus de 85 métiers de chez vous. Info sur efp.be avec le soutien du Fonds social européen, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF. Les artistes belges sur Vivacité, vous les entendez toute la journée. Vous aimez la laitue fraîchement récoltée de qualité supérieure belge? Vous aimerez aussi son prix. Jusqu'à ce samedi chez Aldi, la laitue fraîche en mode est à seulement 75 cents pièce. Et c'est pas de salade. Antoine a 12 ans. Son rêve est de devenir un grand pianiste. À cause de sa déficience visuelle, Antoine a parfois trébuché. Grâce à la Ligue Braille, Antoine a grandi. Il a pris confiance en lui. Et à force de travail et de détermination, Antoine est devenu un excellent pianiste. C'est du moins ce qu'a pensé son public cet après-midi. La Ligue Braille accompagne les personnes aveugles et malvoyantes vers des victoires quotidiennes. La Ligue Braille, une autre façon de voir la vie. Oui, ce qui se passe sur les routes, c'est le Mobile Info avec Antoine Fleurus. Avec des ralentissements toujours qui diminuent mais qui sont toujours présents sur la N5, Couvin-Charleroi, dû à des travaux qui ont démarré hier. Ça se passe du côté de Gerspine, au rond-point à Macompagne. Il y a des files sur 1,5 km en direction de Charleroi. Des ralentissements toujours engendrés par des travaux, mais cette fois-ci sur la E42, Namur-Mons, entre Courcelles et Manège. La circulation est ralentie depuis Courcelles sur 3 km, ainsi que des répercussions qui sont attendues sur le R3 venant de Épigny en direction de Mons. Et puis je vous rappelle cet important nid de poule sur la E411 Namur-Bruxelles, entre les kilomètres 24 et 20, entre Louvain-la-Neuve et Wavre. D'ailleurs, la bande de droite est détériorée en direction de Bruxelles. Il y a plusieurs nids de poules consécutifs, donc soyez prudents. Les réparations sont prévues pour le 20 avril au plus tard. Et puis du côté de Bruxelles, il y a des files du côté du Bois de la Cambre sur les axes pour rejoindre le Bois de la Cambre uniquement. Un problème sur la route? Prévenez le call center Mobile Info 0800 48 400. La une en télé. The Voice, la finale. 4 finalistes, Jérémy, Alice, Orlan et Sonita. Mais un seul gagnant, que vous choisirez. Alors, votez. The Voice Belgique, la finale, avec Calogero, Julien Doré et Charles, mardi soir en direct sur la une.
50 centimes par message. On démarre la troisième conversation. Vous intervenez, tout comme nos débatteurs, ce matin sur le plateau Thibaut Roland, chroniqueur pour l'émission On n'est pas des pigeons, et à distance Pierre Dizet, journaliste pour les journaux du groupe Sud Presse. La troisième conversation nous emmène sur le site de 7 sur 7 avec l'histoire d'une étudiante en psychologie. Elle est au mois de mars en stage dans un service d'aide aux détenus et ex-détenus. Elle dit avoir été renvoyée chez elle à cause de sa tenue jugée trop provocante. Dans un premier temps, elle raconte l'histoire sur les réseaux sociaux et l'université de Liège lui demande de retirer son message. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrive au travail habillée d'une jupe noire arrivant à mi-cuisse, des collants semi-opaques, un t-shirt à col rond et une veste en jeans. Il a, après discussion dans l'équipe, son maître de stage lui a fait savoir que sa tenue ne convenait pas. Il était embêté de lui dire, mais elle devait rentrer chez elle pour se changer ou alors simplement rester chez elle. Tout ça dans le but de la protéger du public qu'elle côtoyait. Thibaut, je voudrais votre regard sur cette actualité. Est-ce qu'il y a des tenues qui ne conviennent pas à tous les jobs? Je prends le dossier en question avec moult précautions parce qu'évidemment on n'a qu'une des deux versions des faits, mais sur base de ce qu'on sait, et nous avons contacté l'université de Liège qui refuse de témoigner, c'est bien ce qui me semblait, puisque dans la presse on indiquait exactement la même chose. Sur base de ce qu'on sait et des éléments donnés, on est dans un cas de sexisme primaire, à la limite outrancier. Maintenant, si on élargit vraiment le débat en se demandant s'il y a des tenues inadéquates au sens large, et en sortant évidemment du cas en question, et en sortant même du débat femmes-hommes, parce qu'il y a effectivement souvent du sexisme caché derrière ça, il ne me semble pas anormal dans différents milieux professionnels, dans différents endroits culturels, bref, dans des espaces de citoyenneté, des espaces de la société, de dire on impose des codes vestimentaires, pas pour le plaisir de mettre des règles, mais simplement c'est une façon de dire que le collectif est plus important que l'individu à certains moments. Quand on est dans un lieu de travail, c'est dire l'entreprise est supérieure aux intérêts personnels à un moment donné. Ça ne veut pas dire extinction totale de la liberté individuelle, c'est juste qu'on établit un cadre. Alors après, il faut que ce cadre soit fixé sur base de règles communes, sur base de règles acceptées par l'ensemble de la société et qu'il n'y ait pas de façon sous-jacente du sexisme, de la discrimination ou d'autres choses encore. Bref, on revient ici à notre dossier parce qu'on lui dit que c'est pour sa sécurité par rapport aux personnes qu'il côtoie. Donc on parle ici de détenus ou ex-détenus. Est-ce que par sécurité, il y a des tenues qu'on ne peut pas mettre? Ça me fait furieusement penser à l'argument misogyne par excellence qui est de dire attention, ne mets pas ta mini-jupe, il risque de t'arriver des bricoles. Ou attention, on disait ça à l'école même des garçons, hein, ne viens pas en short parce que ton poil risque d'exciter les filles. Je vous assure que j'ai connu ça dans un collège jésuite in illo tempore. C'est vraiment des arguments à la petite semaine qui me semblent inaudibles. C'est vraiment le principe du procès d'intention en fait. On imagine les conséquences possibles pour justifier une interdiction à tel moment. Et honnêtement, sur base de la tenue qu'elle mettait, je vois pas en quoi il y avait un excès de quelque nature que ce soit. Donc voilà, deux dossiers distincts ce matin. Celui-là sur lequel il y a clairement, à mon avis, un sexisme patent et évident. Et de l'autre côté, l'idée que oui, à un moment donné, dans la société, il doit y avoir des règles vestimentaires parce que le collectif est plus important que l'individu dans certains cas. Pierre, la remarque qui a été faite à cette jeune femme, c'est une remarque que l'on peut entendre? Mais dans une prison, peut-être. Donc j'aurais bien aimé avoir l'avis du maître de stage, peut-être que dans le passé, il a eu des cas justement où il a dû intervenir parce que il y avait peut-être un péril pour la jeune femme qui arrivait dans une prison avec une mini-jupe. Dans la prison, il faut rappeler qu'il y a des violeurs, notamment, qui ont été condamnés. Et donc voilà, donc je ne connais pas le maître de stage, j'imagine que s'il a été embêté de le dire à cette jeune demoiselle, c'est qu'il y avait peut-être une vraie raison. Je tiens à rappeler, et Thibaut en a parlé aussi, puisqu'il a été dans un collège jésuite, qu'il y a des écoles où on a interdit aux jeunes filles de porter des jupes qui sont au-dessus du genou. On peut penser ce qu'on veut, je trouve moi ça rétrograde, mais on sait que ça existe en Belgique. On ne parle pas ici de l'Angleterre, on parle de la Belgique. Et ça n'empêche pas ces parents d'envoyer leurs jeunes filles dans ces écoles qui ont de l'offre voyage très alléchante du moment dans quelques instants. Dans les services pigeons, après ça, un mariage, encore un qui tourne mal. Oui, alors je dis encore un qui tourne mal parce que vous êtes nombreux à nous solliciter en disant j'ai réservé une salle mais que le Covid on a reporté et je voudrais mon argent car je ne vais jamais me marier mais la salle ne rembourse pas l'argent. C'est un scénario assez classique. Là où ça se complique tout à l'heure avec Serena, c'est qu'elle a effectivement réservé une salle dans la région d'Ivoire. Il y a eu un report à cause du Covid, jusque-là
normale ou classique. Le problème, c'est qu'entre-temps, la salle a fermé. Et il paraît, après les premiers éléments d'enquête, que si le propriétaire a fermé et disparu, c'est parce qu'il n'avait pas le permis d'exploitation. Donc quand bien même il n'y aurait pas eu de Covid, il n'aurait pas pu organiser ce mariage. Et entre-temps, le contrat a disparu et surtout l'argent de la compte, pratiquement 1000 € a disparu. Ça s'annonce très compliqué et malheureusement c'est un mariage qui tourne plus qu'allègre. Eh ben, bon boulot tout à l'heure, bonne recherche. À tout à l'heure, Benjamin. On vous retrouve à 10h30 à la radio, 18h30 le deuxième rendez-vous en direct à la télé sur la 1 ce soir. 10h05 pour reprendre nos 3 débats avec Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Cyril. Jean-Claude, bienvenue dans l'émission. C'est pas la ruée sur les autotests, disons-le clairement, depuis qu'ils sont en vente depuis quelques jours. Et pourtant, à leur arrivée en pharmacie, on avait dit n'allez pas le premier jour parce que ça va être la folie. Et donc le bilan quelques jours après, c'est que c'est pas la folie. Est-ce que vous en voulez de cet autotest Covid, Jean-Claude? Je vais vous expliquer mon expérience, vous allez comprendre tout de suite. Je suis belge expatrié dans le nord de la France. Oui. Et ici en France, il y a déjà un petit temps que les autotests sont disponibles en pharmacie. Presque depuis le début de la crise, oui. Et donc j'ai fait les symptômes fiévreux du Covid. J'ai eu des grosses fièvres pendant plus ou moins 2 jours, puis c'est passé. Donc j'ai gardé des grosses fatigues et des grosses difficultés respiratoires. Oui. Donc je me suis dit je vais aller faire un autotest chez mon pharmacien, qui est entièrement gratuit et est remboursé par la Sécu française. Donc j'ai été chez le pharmacien, il m'a fait le test, il m'a bien gratté les 2 côtés du nez, il a bien touché, il a mis dans le produit, et le test s'est avéré négatif. Oui. Donc je me suis dit, il doit y avoir un autre problème. Donc le lendemain, je me suis présenté chez mon médecin, et là, ça n'a pas duré 5 minutes avant que mon médecin me dise, tu t'assieds, tu bouges plus, appelle les pompiers, on t'embarque à l'hôpital. J'étais en décompensation respiratoire, je ne le sentais pas, j'étais à moins de 80% d'oxygène dans les poumons. C'était le Covid? Je me suis retrouvé, oui, c'est le Covid, je me suis retrouvé 11 jours en soins intensifs. Tout à l'heure sur le plateau, Thibault nous dit que c'est pas infaillible, surtout quand le test affiche un résultat négatif, mais c'est une sécurité, quelque chose pour se rassurer éventuellement quand on passera en déconfinement. Le problème, c'est parce que j'ai eu conscience qu'il y avait un problème, et j'ai été voir mon médecin, mais si je me fie au test, je ne bouge pas, je reste comme ça, je me dis ça va passer, et voilà, donc... ça veut dire quoi, Jean-Claude? C'est que c'est dangereux l'autotest? Ça peut être dangereux, oui. Ça peut être dangereux si le test est comme moi en fait. Moi le mercredi soir j'étais négatif, le jeudi matin je me retrouve à l'hôpital positif, 11 jours en soins intensifs, c'est phénoménal, mais il faut le croire, il faut l'avoir vécu pour le croire. La bonne nouvelle c'est que vous nous parlez aujourd'hui, vous êtes donc remis. Oui, là je suis pas encore au top, mais voilà, j'ai récupéré, j'étais sous oxygène pendant 11 jours, des grosses quantités d'oxygène. Là, j'ai 55 ans, mon grand avantage c'est que je suis sportif et que j'ai pas de problème de santé. Le problème en plus, je suis sous l'aspirateur, peut-être dans le coma, ou des trucs comme ça. Vous en referez des autotests ou c'est fini pour vous, Jean-Claude? Je pense que si j'ai encore... ici, je suis normalement tranquille, vu que je l'ai ramassé, j'ai ramassé le gros Covid britannique, donc normalement je suis tranquille, j'ai des anticorps. Mais si ça devait recommencer, je pense que PCR, c'est... Voilà. Merci Jean-Claude d'avoir partagé avec nous votre expérience et bon rétablissement si des symptômes persistent encore. Il est 10h08, on va maintenant à Liège. Manuel, bonjour. Oui, bonjour. Autre actualité ce matin, la demande de 2 mamans belges qui sont en Syrie. Elles demandent à la Belgique de rapatrier leurs enfants, 3 enfants âgés entre 4 et 9 ans. Le ministère des Affaires étrangères, contacté par le journal Le Soir, n'a pas commenté ces 2 dossiers. Est-ce que la Belgique doit faire revenir rapidement ces enfants qui aujourd'hui sont dans un camp, le camp de Roy? On est au Kurdistan syrien, où la tension ne cesse de grimper, et il y a l'épidémie de Covid qui sévit au sein du camp. Mais l'épidémie de Covid a lieu chez nous aussi. Donc, peu importe, pour moi, il est hors de question de rapatrier qui que ce soit. Que ce soit les mamans ou les enfants. Les mamans, pour une bonne raison, qu'elles ont choisi de cracher sur l'État belge pour aller soutenir leur compagnon ou mari dans Daesh. Daesh qui a reconnu les attentats de Bruxelles. Donc je ne vois pas pourquoi l'État belge devrait rapatrier l'épouse d'un terroriste. Les mamans ne demandent pas à rentrer, elles disent